jouer sur, surtout, la clé de voûte qui se trouve au niveau du naviculaire et de la tête de l'astragale. Quand ils se rencontrent tous les deux, qu'ils se contractent, ils se soulèvent. Et ils soulèvent toute l'arche. Ça, ce sont les éléments fondamentaux qui font le creux du pied et qui font en même temps l'arche dont nous parlons et qui font en même temps la convexité. Bien. Je ne vais pas trop traîner là-dessus. Je vais juste faire un schéma comme celui-ci. Le voici. Je trace mon pantalion, le voici, avec ses 3 degrés. Je vous ai dit tout à l'heure que l'astragale ne peut pas être dans ce sens-là. Il faudrait que la tête soit dehors. Et pour qu'elle soit dehors, il faut qu'elle repose sur quelque chose. Le voici le quelque chose. Voilà. C'est cette apophyse-là qui naît de cette plateforme et qui va venir comme ceci. Et qu'on appelle le sustentaculum, encore une fois, toujours le même, péli, ou bien pédi, comme vous voulez. C'est ce qui va soutenir quoi? Va soutenir la tête. Alors voici le corps de la tête, le corps de l'astragale. Il est comme ceci. Avec une partie antérieure large, une partie postérieure, avec 2 tubercules. Et puis je vais avoir, à ce moment-là, le col avec la tête. Et vous voyez bien, le col et la tête vont reposer, comme ceci, sur ce sustentaculum. L'astragale n'est pas rectiligne. Elle n'est rectiligne que par son corps. Mais à partir de là, le col va tourner. La tête médiane. Et elle va former ce volume sur lequel viendra se poser le scaphoïde. Là, nous allons avoir le cunéiforme. Et là, je vais avoir le cuboïde, le cunéiforme, le deuxième et le troisième. Et là, je vais avoir les métatarsiens, etc., etc. Bien, je vais donc avoir une face plantaire de la tête. Et vous voyez, ça part d'un seul élément, le talon, étroit. Ça passe par le corps, qui est lui, dans le prolongement. Et à partir du col, elle va dévier pour donner cela. Pour aller vers l'axe du pied. Et l'axe du pied, au contraire de la main, qui passe par le médius, pour le pied, il passe par le deuxième. Voici l'axe. Il va passer. Bien. Mettons en place les renforcements. Jusqu'ici, je vous ai montré le spring ligament, les muscles, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres ligaments qui sont très épais. Les voici. Ils naissent ici. Alors là, je regarde ce qui est en bas. Il n'y a plus de trucs. Tout ceci, je l'efface, parce qu'on ne le voit pas. Là, je suis ici, la face inférieure du calcanéum. J'ai ici la tête de l'astragale qui vient comme ceci, qui est apparu. Et je vais avoir le sustentaculum qui est là. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de ce ligament magique qui va aller du calcanéum au scaphoïde. C'est le spring ligament. C'est lui le ressort qui unit le calcanéum, le sustentaculum, au naviculaire. Deuxièmement, je vais avoir un autre qui est plus costaud, qui va commencer ici, tout à fait en arrière, et qui va aller se terminer là. C'est le ligament plantaire principal, le plus important, qui tient tout, et qui va céder d'un autre ligament, qui lui aussi va partir de l'autre tubercule,
et qui va se terminer sur deux pieds. Donnons-leur un nom. Ligament calcanéo métatarsien, ligament calcanéo cuboïdien. Tous les deux. Et quand ils se contractent, ils ne se contractent pas en réalité. Ils sont leur contraction, c'est le jeu des muscles qui vont tirer dans un sens, dans un autre, et ils vont se ramasser. Et là, c'est la position du pied qui intervient le plus. Je m'excuse, j'ai l'habitude de transpirer comme un veau. Et ça me gêne parfois. Merci. On ne peut pas revenir. Voici ma main. Quand je suis assis, avec les deux mains sur la table, on dit qu'ils sont tous les deux en pronation. Il suffit de soulever le pouce et de tourner la main, la paume, et je suis en supination. Pronation, supination. Le pied, c'est la même chose. Il repose par la plante. Dès que le gros orteil se soulève, il va faire ceci. C'est la supination. Et quand il revient comme cela, c'est la pronation. Maintenant, nous avons parlé au début, et je n'ai pas voulu trop l'étendre, entre l'arrière-pied et l'avant-pied. L'arrière-pied et l'avant-pied vont avoir comme mouvement, grâce aux muscles, ce mouvement-là, de torsion dans ce sens ou dans ce sens. Si je prends comme exemple ma main, la voici, j'ai une main qui va se tordre dans ce sens ou dans cela. Supposons maintenant que pronation et supination, je vais la mélanger et l'associer à la flexion ou à l'extension du poignet. Je m'excuse. Pronation. Ici, vous voyez, le poignet il est droit. Et je vais faire la pronation avec le poignet en extension, dans cette position-là. Voilà. Ou bien en flexion. Et automatiquement, ça retentit sur le gros orteil ou sur le cinquième orteil. Quand j'associe des mouvements simples, comme la supination et la pronation, avec des mouvements du pied, de l'avant-pied ou bien de la cheville, ça change complètement la tonicité des arches. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais enfin c'est pour vous dire que ces arches qui sont là, il y a celle qui est tout à fait externe que je n'ai pas représentée, mais enfin il y a une petite arche de rien du tout. Donc j'ai ces gros ligaments plantaires, j'ai ce ligament essentiel qui est le spring ligament, qui vont jouer avec les muscles et qui vont pouvoir tordre ou non détendre, qui vont ramasser la plante du pied quand ils font ce mouvement-là, ou bien se laisser détendre et faire le plat. Bien. Et je vais terminer juste pour insister sur un élément. Je regarde le même chez moi. Ça me fait rire. Je vais avoir ici, tout à fait en arrière, je tiens à le refaire. Je m'excuse, hein, excusez-moi. Et ce sera la fin. Voici cet élément de calcanéum vu comme ceci. Je vais avoir au-dessus l'astragale, avec son corps, avec sa queue, et avec son col, qui est orienté, le corps orienté dans ce sens, et la tête dans ce sens-là. Bien. Et il faut bien ramasser ces éléments-là.
Alors les voici, ces deux éléments. Latéral, médial, astragalaire. Les voici. Il faut qu'à un certain moment, ils soient associés, ils soient unis, que je ne puisse pas faire ce geste-là, que je ne les décompose pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faudrait les attacher. Et où est-ce qu'on va s'attacher? Regardez sur ce schéma. Où est-ce que je vais mettre, par exemple, une attache? Ou un graphène, n'importe où. Pas n'importe où. Je vais le faire entre la partie centrale de l'arche médiale et la partie centrale de l'arche latérale. Autrement dit, je vais le faire entre le scaphoïde, c'est-à-dire le naviculaire, et le cuboïde. Entre ces deux-là, qui sont à l'extrémité. Le cuboïde étant ici. Le naviculaire étant là, et bien c'est là où je vais mettre deux ligaments. Voici l'un, je le mets en rouge, qui va unir le calcanéum directement au cuboïde. Et un autre qui part de la même région et qui va aller vers la tubérosité interne du naviculaire. Voilà ces deux ligaments. Ils s'unissent au niveau de cette plateforme importante et qu'on appelle le ligament en Y. Ligament en Y. C'est la clé du pied qui va souder pratiquement les deux parties. Ils ne peuvent pas se séparer dans ce sens-là. Et voilà, entre cuboïde et naviculaire. Et ils tiennent bien. C'est l'élément le plus important, encore une fois, de ce qu'on appelle l'articulation médio-tarsienne. Il y a eu un chirurgien ancien, de l'ancienne école, qui s'appelle Chopard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. C'est le ligament de Chopard. C'est ce ligament en Y qui fait l'union des deux rayons. L'unité. Et ça date de 1795. Chopard vivait à la Salpêtrière. C'était un anatomiste et un chirurgien. Et c'est lui qui a développé cet élément intelligemment du ligament en Y. Et que la plupart d'entre nous préfèrent dire ligament de Chopard. Vous m'accordez 2 minutes et je termine. Bon, alors, j'ai mis un ligament qui part du calcanéum et qui se termine sur le cuboïde et sur le naviculaire. Ligament en Y. Il y a un autre qui, lui, va partir des métatarsiens. Parce qu'il ne faut pas les laisser aller dans n'importe quel sens. Ça n'a pas de raison d'être comme ça. Donc il faudrait les ramasser. Les métatarsiens, je les représente ici. Alors là, je mets le scaphoïde naviculaire. Là, je mets le cuboïde avec 2 métatarsiens. Voici un, voici l'autre. Et là, je vais avoir les 3 cuneiformes, chacun avec un métatarsien. Et ces métatarsiens, ils ont une partie qu'on appelle le col, et puis la tête, etc. Voici ces 5 métatarsiens, grossièrement. Bien. Eh bien, nous allons avoir un ligament, le voici, qui va aller le long des cols et qui va les emprisonner. C'est une bande, c'est une cravate si vous voulez. Elle est plantelle et elle est dorsale en même temps. Et ça maintient les métatarsiens les uns à côté des autres. Ils ne se déplacent pas, ils ne s'écartent pas. Pour quelle raison? Regardez maintenant. Je tiens ce crayon ou bien ce crayon et je vais écrire. Vous voyez bien que pour écrire, mes doigts doivent bouger, bien sûr.
Mais imaginez que mon poignet est paralysé. Il va être ça. Alors si j'écris avec un poignet qui bouge tout le temps, je ne pourrai pas maîtriser ce que je fais. C'est pas possible. Alors il y a une loi physiologique et anatomique qui dit que chaque fois qu'une articulation bouge, l'articulation qui est avant elle doit être fixe. Chaque fois que ce doigt bouge, il faudrait que le poignet soit fixe. Si vous voulez dire bonjour à quelqu'un, vous serrez la main à quelqu'un. Vous n'avez pas serré la main avec le poignet. Il fait ça. Il faudrait qu'il soit fixe, etc. Ça, c'est une règle générale. Donc, ce ligament qui est ici, qu'on appelle le intermétatarsien, il est utile pour ça. Il stabilise les têtes des métatarsiens sur lesquels s'articulent les premières phalanges qui vont bouger sous l'action des interosseaux, des muscles qui vont fléchir sur l'extension, etc. Bon, je n'ai pas dit tout, heureusement, sinon on ne terminera pas dans les temps qu'il faut, bien que j'ai déjà usé beaucoup sur le temps qui m'est imparti. Mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on appelle le pied. Gardons le souffle. Est-ce que vous pouvez nous parler des lombricots? Des lombricots. Très bien. Alors venez ici. Venez ici. Serrez-moi la jambe. Quels sont les muscles qui font ce geste? Dis-moi au supérieur. Hein? Lesquels? Fléchisseurs. Quels fléchisseurs? Qui viennent d'ici. Et qui se terminent au niveau des phalanges. Une autre chose. Si je serre jusqu'à mobiliser les phalanges, vous le sentirez. Vous ne dites pas, s'il vous plaît, vous serrez trop la main. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais relâcher. Pour relâcher, il faut que je fasse marcher les extenseurs. Donc, si je veux serrer, il faut que je fasse marcher les fléchisseurs. Ils sont là. Les fléchisseurs qu'on a superficiels, plus profonds, etc., etc. Alors que si je relâche, ce sont les extenseurs qui vont faire ça. D'accord? Bien, vous pouvez regarder ça. Alors, ceci étant mis au point, voyons comment les choses marchent. Voici un muscle fléchisseur. Je le mets en rouge. Il va se terminer sur la face palmaire d'une phalange. Voici un muscle extenseur qui se trouve sur le dos. On est d'accord là-dessus? Bon, nous restons très très simples. Ça, c'est le fléchisseur. Très bien. Quand je lui ai serré la main, j'ai utilisé cette musculature-là. Quand elle a dit « écoute, vous serrez trop », j'ai utilisé celui-là pour relâcher. Bien. Alors, qui c'est qui va renseigner le cerveau, notre cortex moteur, pour relâcher ou forcer? Je donne ma main, je serre, elle me dit « va, la main est douce, merci beaucoup ». Alors je continue à serrer. Donc, il y a donc des ordres qui viennent du cerveau pour dire contracter ces muscles. Allez, vous faites mal, là, alors sinon, je relâche et je fais marcher les extensions. Donc il faut dire une sensibilité et en même temps une réponse. Et bien là, il y a des petits muscles, ceux que vous appelez les lombricots. Voilà un lombric. Il s'insère sur un fléchisseur et il se termine sur un extenseur. Le voilà. C'est tout. Il est bourré, celui-là aussi, de collagène. Donc il est élastique. Il est bourré de neurotransmetteurs qui communiquent avec le cortex moteur. Donc, automatiquement, si l'action de ce fléchisseur est trop forte, la sensation qu'il transmet au cerveau va donner l'ordre aux extenseurs de relâcher par l'intermédiaire de ce joint qu'on appelle le lombricol.
connaissez le lombrix? Ce sont les vers de terre, petits vers de terre. Et ça ressemble à des vers, tout petits, rien du tout. Mais ce sont des petits sacs bourrés justement de neurotransmetteurs, dont un bout s'insère sur un fléchisseur et l'autre bout sur l'extenseur. Et on a, comme on a 5 doigts, on a 4 ganglions qui fonctionnent de cette façon et qui sont la moitié innervés par le médian, l'autre moitié par le culte. D'accord. Alors là, je vais conclure en vous remerciant encore une fois de votre attention et surtout de votre présence. Vous pouvez imaginer pour moi ce que ça représente. J'arrive à l'automne de mon existence et que je retrouve ceux que j'ai connus. Alors, à travers votre regard, bien soutenu, bien amical, bien intelligent, je ressens véritablement l'émotion que vous ressentez, vous aussi. Et nous partageons ensemble pendant cette heure, et nous avons partagé ensemble, encore une fois, et ça restera dans nos cœurs, ces moments privilégiés qui font que, finalement, le temps ne compte pas. On l'a compressé. Et je me suis retrouvé en 1998 devant une population de jeunes qui est avide de savoir, une passion extraordinaire, et qui m'a donné un courage que je n'ai plus retrouvé depuis. Et bien pour les anciens, comme pour les présents, je vous dis combien je vous suis redevant et je vous remercie de m'avoir accordé cette heure de votre présence. Merci. Mon cher maître, je crois que ceux qui n'ont pas eu la chance de vous avoir comme enseignant, qui n'ont pas eu la chance d'être vos élèves, ont compris aujourd'hui pourquoi l'anatomie était pour nous notre matière préférée et pourquoi quand on sortait de vos cours, et encore aujourd'hui, on se sentait un petit peu plus intelligent qu'on était en rentrant dans votre cours. Et c'est toujours avec la même émotion et la même admiration et le même intérêt, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses encore aujourd'hui et c'est vraiment une très très grande émotion pour nous de vous écouter en permanence et de continuer à bénéficier de votre savoir, et c'est une richesse infinie. C'est une richesse infinie. Et la leçon que vous nous donnez aujourd'hui, c'est de garder, à une époque où on nous parle beaucoup de numérique, d'intelligence artificielle, d'évolution par les machines, qui est quelque chose évidemment qui va se faire, on va évoluer avec notre temps, il n'y a aucun problème. Mais je crois que malgré tout, moi je fais partie de ceux qui continuent de penser que la richesse des relations humaines est quelque chose d'admirable, qu'elle fait partie de l'être humain, et que cette relation extraordinaire que l'on peut avoir entre nous, avec nos maîtres, et vous, avec vos élèves, avec vous-même. Vous faites référence à 1795, à l'histoire de la médecine, à Chopard, et c'est absolument magnifique de voir l'implication de l'humanité dans cette transmission du savoir, et c'est absolument merveilleux. Aujourd'hui, il y a plusieurs générations qui sont réunies. Vous êtes notre maître incontesté. J'ai eu la chance également de pouvoir faire partie de la poulie de la transmission du savoir. Je suis ravie d'avoir à côté de moi le professeur Tofir Razi, qui fait de la rhumatologie à Fès une école qui compte. Et je suis absolument ravie de voir le développement et l'implication qu'il met dans l'organisation à la fois de la rhumatologie, de son service, de la transmission du savoir, de l'organisation de cette journée. Et je crois qu'on peut aussi le féliciter. Nous vous avons écouté, mais il était derrière vous, il était en permanence aussi, et veillait très étroitement à la réussite de sa journée, qui est déjà une magnifique réussite, à la fois par ce qui s'y dit, mais aussi par la communication qu'on vit et la chaleur humaine qu'on y sent de manière régulière. Et je voudrais vraiment le féliciter pour ça et le remercier infiniment. Et je crois qu'il n'a pas fini de vous accompagner et de vous dire quelques mots supplémentaires. Et à cet effet, je lui rends la parole tout de suite en le remerciant encore infiniment pour tout ce qu'il fait à ce sujet, pour sa gentillesse et sa régularité, sa constance. Et je crois qu'il fait partie des gens qui comptent beaucoup sur le plan scientifique et sur le plan humain. Et en le remerciant encore infiniment, je lui rends le micro. Il a quelque chose à vous dire. Merci beaucoup, merci.
Merci pour vos compliments, vos remerciements. Si nous sommes comme ça, c'est bien sûr grâce à vous, grâce à la formation qu'on a eu la chance d'avoir dans votre service. Monsieur Elami, nous vous remercions. Je vous remercie au nom de toute l'équipe du service de rhumatologie de Fès. Je vous remercie au nom de l'assistance. On a un petit geste, un petit quelque chose en souvenir, en guise de souvenir. Voilà. Un tout petit souvenir. C'est juste un geste. Voilà, il y a les logos du service, du CHU et de la faculté de médecine. On te fait. Je voudrais également dire une chose, même si ça sort un peu de... Je vais me permettre de venir à côté de vous pour la photo. Je vous l'avais dit hier, je voudrais la dire devant tout le monde. C'est un secret médical qui ne le sera plus. Donc dans les années 70, il y avait un nouveau-né arabe qui avait une science du pilote et qui a été sauvé par M. Alami. Et c'est ma femme. C'est ma femme. Vous avez changé ma vie. Ah oui, elle est toujours là. On avait rencontré. Bon, je ne le savais pas, elle était arabe, je l'ai ramenée avec moi à Fès pour, bien sûr, pour le travail, mais elle m'a dit que c'est professeur Alami qui m'avait opéré quand j'avais 30 jours. Je rejoins le professeur Hassoun et le professeur Hezli pour vous remercier aussi pour tout ce que vous avez fait pour nous. On se présente d'abord, on est en première promotion de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Donc, nous saisissons cette occasion que nous attendons depuis 20 ans, quand même. Ce jour un peu nostalgique pour nous, mais en même temps très très joyeux. Extrêmement joyeux de vous revoir et permettez-nous, nos enfants de la première promotion de la faculté de médecine de Fès, de vous remercier pour tout ce que vous avez apporté pour nous, en qualité de votre enseignement, en discipline, en autorité toujours distillée avec souplesse, en rigueur des cours et dans l'apprentissage en richesse de relations humaines, pour votre gentillesse, pour votre modestie et enfin pour le plaisir de vous avoir comme enseignant. Je saisis cette occasion pour vous transmettre le salut de chaque étudiant, de chacun de vos étudiants. On était 200 à la promotion et on a fait les déplacements. Les gens qui ont pu faire le déplacement, ils sont là et puis les autres, ils vous transmettent leur salut et leur amour. On vous aime, professeur Alami. Merci beaucoup. De la première promotion, si vous permettez. Des enfants qui nous